Aujourd'hui, l'innovation n'est plus limitée aux laboratoires des grandes entreprises. Dans plusieurs régions du Québec, les laboratoires vivants réinventent la manière de résoudre les défis sociétaux en collaborant avec la communauté. Dans cet épisode, nous découvrons deux laboratoires vivants, l'équipe iGEM Outaouais, où de jeunes scientifiques utilisent de recherche en biologie pour trouver des solutions à des enjeux concrets, et Maillage, un laboratoire social qui redéfinit notre façon de vieillir ensemble. Commençons par rencontrer l'équipe iGEM Outaouais, où l'innovation commence dans le laboratoire. Donc, un laboratoire vivant, selon moi, c'est grosso modo, c'est des laboratoires d'innovation sociale. Donc, ça a plus une innovation, un aspect social en termes d'innovation. Notre laboratoire vivant, c'est un laboratoire d'innovation sociale, mais à travers le prisme de la biologie synthétique. Et donc, on s'inscrit dans un mouvement qui s'appelle le mouvement iGEM. C'est un mouvement, une fondation. En tout cas, c'est une fondation qui a été créée, la fondation iGEM au MIT, dans le Massachusetts, hein, la fameuse école, le MIT, Massachusetts Institute of Technology. Et elle a été créée il y a 22 ou 24 ans, je pense, et de manière à promouvoir la biologie synthétique chez les jeunes. Ils ont organisé une compétition de biologie synthétique internationale. Et donc, ça fait 20 ans que cette compétition existe. Donc, notre laboratoire vivant, c'est un laboratoire où on utilise en fait la compétition iGEM pour faire de l'innovation sociale et de l'innovation technologique au Cégep de l'Outaouais, en Outaouais et pour notre région. Alors, qu'est-ce qui a inspiré la création l'idée de participer à iGEM? On s'est demandé ce qu'on pouvait faire pour amener nos étudiants à apprendre à innover. Innover, c'est clé pour le futur de notre société, le futur de la société québécoise, ontarienne, canadienne dans son ensemble. Mais malheureusement, nos écoles n'apprennent pas à nos enfants à innover. On leur apprend à savoir, on leur apprend des connaissances, mais on ne leur apprend pas à innover. Et donc, on s'est dit que le CEBO pourrait être un bon levier pour apprendre aux étudiants du Cégep, aux étudiants de la région, aux jeunes de la région à innover, ce qui n'est pas du tout facile, et il faut l'apprendre. Et donc, à travers la compétition iGEM, on s'est dit, ben voilà, on va monter une équipe iGEM, la première au Canada, qui est pilotée par un collège, et pour voir si on est capable d'apprendre à nos étudiants et aux jeunes de la région à innover et à innover dans les technologies. À travers iGEM, justement, ça, c'est toujours un défi au secondaire de rendre plausible, tangible les expériences, leurs connaissances. Et le fait de développer des compétences aussi vient beaucoup plus... c'est beaucoup plus gratifiant pour les élèves quand, justement, ils sont conscients de leurs actions, puis comment ils peuvent les intégrer dans leur quotidien. Donc, quand Stéphanie m'a parlé du projet iGEM, puis que justement on parlait dans ce temps-là de Time to Act ou encore le biorecyclage du gypse ou justement les bactéries résistantes, bien, ce sont toutes des choses que je discute avec les élèves. Ce sont toutes des choses où on invite les enseignants à partager justement pour que les élèves soient capables de développer leurs compétences analytiques, qu'ils soient curieux, qui veulent oser, qui veulent comprendre pourquoi c'est un problème, puis en quoi leur participation va faire une différence. C'est surtout ça. L'innovation sociale, toute société a besoin de ses jeunes. Okay? Puis souvent, on a tendance... la société, elle est faite de manière un peu bizarre. Hein? C'est souvent les gens qui sont les plus âgés qui ont le pouvoir dans la société. Et puis souvent, les jeunes, ils attendent d'avoir le pouvoir. Là, on a un peu renversé la vapeur. On a donné les clés d'une innovation à des jeunes en leur disant voilà un sujet qui pourrait être, ou en tout cas on discute et on a identifié un sujet qui pouvait les intéresser et c'est eux qui vont aller mobiliser les acteurs qui pourraient faire qu'on va trouver une solution au niveau social. Donc on va avoir une solution technologique qu'on va pouvoir implanter au niveau social pour l'utiliser socialement parlant. Et donc je pense que c'est ça l'innovation sociale de notre initiative à nous. L'année dernière, les étudiants se sont intéressés à la problématique du plastique. Et une des problématiques du plastique est particulière, c'est évidemment que ça pollue l'environnement. Donc, le plastique est un matériel très durable, mais
pas assez durable. Donc, du coup, il y a plein de petits bouts de plastique qui vont se mettre un peu partout dans notre environnement, dans l'eau, dans le sol. Les fameux nanoplastiques et microplastiques. Puis on s'aperçoit que petit à petit, ça a un impact sur toute la biodiversité, nous incluant. Hein? Je nous inclus dans la biodiversité. Donc, on a travaillé là-dessus l'année dernière. Et cette année, les étudiants... En fait, il y a certains étudiants de l'année dernière qui ont réembarqué dans le projet 2025. Donc, ça fait 2 ans. Puis vous allez peut-être vous entretenir avec eux tout à l'heure. Et cet étudiant-là, je savais qu'il aimait beaucoup la microbiologie. Et donc, je l'ai amené à voir si on ne pouvait pas développer un projet qui était plus santé environnementale et qui inclut des problématiques de microbiologie. Et l'antibiorésistance répondait à ces 2 critères-là très, très naïvement. Là. Et donc, en fait, toute l'équipe s'est mise à travailler sur l'antibiorésistance au bout d'un moment. Mais pendant 3 mois, en fait, il y avait 3 projets qui étaient en compétition. Il y avait un projet de biorecyclage du gypse, il y avait un projet d'antibiorésistance, puis il y avait un autre projet qui était Time to Act, celui de l'année dernière, qu'on s'était dit qu'on allait continuer, qu'on continue d'ailleurs. Mais il fallait identifier quel était le projet qui allait à la compétition. Et pour toutes sortes de raisons, incluant le fait que, en fait, en termes de livrables à la compétition, le projet antibiorésistance allait être plus facile à développer pour la compétition. Toute l'équipe maintenant est sur l'antibiorésistance. Et donc l'antibiorésistance, cette problématique-là, c'est essentiellement les antibiotiques nous permettent de répondre à des infections. Et le travail des bactéries, du point de vue de la bactérie, toutes les bactéries essayent de trouver des solutions à la présence d'antibiotiques, donc de contourner le problème. Et l'antibiorésistance, en fait, c'est leur manière de contourner la présence d'antibiotiques. Okay? Elles sont très, très fortes à contourner les problèmes, les bactéries. Et au fond, elles sont très, très fortes aussi à se passer l'information. Et donc, l'antibiorésistance, c'est qu'il y a en ce moment de plus en plus de bactéries qui sont capables de contourner le problème de l'antibiotique qu'on essaye de prendre quand on essaye de se soigner. Et en plus, qui deviennent de plus en plus excellentes à se transmettre l'information pour enseigner aux autres bactéries comment contourner le problème de l'antibiotique. Donc voilà la problématique principale du projet de cette année. L'année dernière, j'ai visité quelques écoles, puis on a réussi à recruter plusieurs élèves qui étaient vraiment intéressés par l'aspect multidisciplinaire. Donc, c'était de s'engager dans un projet déjà aussi d'aller au cégep. Tu sais, c'est quand même intéressant pour eux de mettre le pas dans le cégep et de s'intégrer dans la communauté avant tout le monde. Donc, d'avoir un peu le pouls et aussi de se placer dans cette expérience-là de vie où ils ont réalisé à quel point ça allait faire une différence dans leur parcours. Je pense que c'est ça aussi, là. Puis le fait d'avoir la possibilité éventuellement de joindre l'équipe qui va à Paris, bien là, c'est la cerise sur le sundae. C'est comme, quoi? Hein? On peut vraiment faire ça? Donc, c'est ça qui a été... mais je pense que c'est vraiment le fait là, qu'ils partent un comité et surtout, tu sais, qui est autre que, par exemple, une équipe de sportive ou une équipe d'art, où là, c'était vraiment une des premières fois où on faisait une équipe qui était scientifique, où les élèves étaient amenés à discuter d'enjeux qui pouvaient être solutionnés avec les sciences. Puis c'était vraiment intéressant de voir ça, de leur permettre ça, de leur faire confiance, puis qu'ils puissent faire des recherches, puis que là, on en discutait avec Stéphanie. Donc, tu sais, je pense que c'est ça aussi, c'est de leur donner la chance, puis une tribune, si on veut, pour démontrer ce qu'ils savent faire. Ce que je pense qu'on essaye de faire, et ce que je pense qui pourrait être le futur pour l'utilisation de iGEM, ou du moins de la philosophie en arrière de iGEM, ce serait qu'il y ait des partenariats, comme on fait en Outaouais, entre le cégep et des écoles secondaires pour amener des gens du secondaire à découvrir iGEM. Puis là, ça crée une espèce de tapis roulant où, au fond, les jeunes iGEMers découvrent iGEM très, très tôt. Puis après, on va espérer qu'ils vont continuer à l'université, puis devenir des innovateurs et des entrepreneurs. Puis c'est comme ça qu'on va générer une génération d'innovateurs et d'entrepreneurs.
j'ai réalisé à quel point on était privilégiés ici au Québec. Mais je savais déjà que le réseau des cégeps était extraordinaire. Mais pour iGEM, j'ai réalisé à quel point on avait une situation un peu unique au monde. Les autres équipes que j'ai rencontrées niveau high school qui venaient de partout dans le monde, y compris des États-Unis, y compris d'Europe, ils partent souvent, là, ils n'ont pas de laboratoire, ils n'ont pas d'expertise, ils n'ont pas de financement. Nous, on a commencé notre première année à iGEM. On a des laboratoires aussi, on a la technique de biotechnologie, on a l'expertise. Et j'avais obtenu un financement de la part du ministère de l'Innovation et de l'Économie et de l'Innovation du Québec, en fait. C'est ça. Donc, quand j'ai réalisé ça, j'ai dit, Colin, on est privilégiés. Nous autres, on part avec les trois, Stéphanie et moi, puis d'autres gens ici. On a l'expertise, on a les infrastructures. Stéphanie réussit à avoir le financement. Wow! Et on a fait un excellent projet pour notre première année avec tout ça, mais je regarde les autres équipes qui sont parties avec presque rien. Ils ont fait des projets exceptionnels aussi. Juste par la motivation de leur équipe, les professeurs qui ont démarré ça ont développé l'expertise pour ce qu'ils voulaient faire. J'ai été vraiment très, très impressionnée. Puis en regardant ça, je me suis dit, on a une chance extraordinaire au Québec. On a tout ce qu'il faut pour participer à iGEM déjà. Bon, c'est nous, mais en fait, c'est tous les cégeps. Tous les cégeps qui ont un programme de biotechnologie, minimalement, ou au moins un programme de sciences de la nature, peuvent techniquement participer à iGEM, là. Et ils peuvent embarquer les écoles secondaires de leur région pour faire ça. Et donc, le futur, puisqu'on revient à votre question, là, le futur, moi, comment je le vois, c'est j'aimerais vraiment beaucoup, en fait, on a déposé une demande de financement avec ma collègue Josée Pénobert, Catherine, mais aussi plein d'autres gens du Québec. On a déposé une demande de financement au MEIE. Ce qu'on envisage, c'est des endroits comme, par exemple, le Collège La Cité en Ontario pourrait très bien travailler avec des écoles secondaires de la région d'Ottawa ou de Clarence-Rockland pour monter une équipe iGEM à leur niveau. Ils ont toutes les infrastructures qu'il faut. Ils ont les gens qui ont l'expertise aussi pour guider une équipe comme ça. Et à chacun des cégeps où on peut retrouver des gens avec une expertise en biologie synthétique ou minimalement en biologie moléculaire, on peut faire ça aussi. Et donc, si déjà au niveau canadien, on était capable d'amener cette philosophie de iGEM à l'intérieur de nos murs, je pense que tous nos étudiants en bénéficieraient, en fait. Bref, idéalement, le futur, c'est... Bien, nous, on veut continuer, c'est sûr, mais c'est qu'on inspire d'autres institutions à faire la même chose. Ouais, c'est un peu ça le rêve, on espère projet. que ça fonctionnera. Comme mentionné, les étudiants sont une partie intégrale de ce projet. Ils vont nous partager leur motivation de se joindre à l'équipe, leurs compétences apprises et ce qu'ils font au travers de l'équipe iGEM Outaouais. Qu'est-ce qui m'a motivée? C'était vraiment l'opportunité de travailler sur un projet sur les sciences que j'aime beaucoup, mais qui va faire un impact globalement. Donc, de travailler ici en Outaouais, puis de faire un impact dans notre région, puis aussi dans le monde entier. Bien, qu'est-ce qui m'a motivé? C'est surtout que c'est une expérience quand même assez cool, je dirais, puis assez formidable, surtout pour une vie. Moi, on m'a vendu ça comme un projet d'une vie. Et ça, j'ai trouvé ça formidable. Je me suis dit, on n'a qu'une vie, faut se lancer, il faut voir grand dans la vie. Puis moi, j'ai toujours voulu faire des grandes choses. Donc, c'est grâce à ça que je peux... C'est grâce à ça que je peux faire iGEM, pour suivre un peu ce côté-là de moi, de vouloir faire des grandes choses. Quelles compétences? Je vais encore revenir sur l'aspect technique, parce qu'on fait des pipetages qui sont beaucoup plus précis. Il faut être beaucoup plus précis qu'avec une pipette de chimie où on prend un montant approximatif et on verse. Là, il faut prendre au microlitre près et verser au microlitre près sans faire de dégâts, sans faire de bulles. Et c'est ça, on apprend à être méticuleux. J'ai acquis des compétences scientifiques, donc des techniques de laboratoire qui sont la base partout. Donc maintenant, je suis capable de faire de la science à un niveau qui est le même partout. Ça, c'est vraiment cool. J'ai aussi acquis des expériences, comme une expérience nouvelle pour présenter des choses. C'est jamais vraiment quelque chose qui m'intéressait ou à laquelle j'étais particulièrement bonne, mais je me suis ramassée d'une façon ou d'une autre à être celle qui présentait le projet à Paris l'année passée avec quelques collègues. Donc, j'ai développé une capacité à pouvoir vulgariser la science et aussi présenter et défendre un projet scientifique.
Dans le fond, ce qu'on fait dans le laboratoire vivant, c'est beaucoup de... Parce qu'à la base, notre but, c'est de trouver un peu une solution, je veux dire, au problème de la résistance aux antibiotiques. Puis ça, à la base, c'est un problème qui est quand même assez technique, mais nous aussi, on essaye de l'implémenter au milieu de notre communauté parce que c'est un problème qui est local. Alors, on s'en va dans des écoles, on parle de notre projet, on essaye aussi de sensibiliser d'autres personnes à cet enjeu-là. Nous-mêmes, on est exposés à cet enjeu-là et on fait de la publicité. Donc, je trouve que, oui, c'est quelque chose de très technique, mais aussi, on propage notre idée puis le changement qu'on veut effectuer à des gens en dehors de, justement, la communauté iGEM. En gros, c'est qu'on essaie d'aider les fermiers, plus particulièrement, mais ça peut aider plus de monde, mais en particulier les fermiers, en fait, on essaie de leur donner un moyen d'identifier les différents gènes d'antibiorésistance qui pourraient y avoir dans leur environnement, dans leur terre, dans le fumier de leurs vaches, par exemple. Et on essaie de trouver un moyen qu'ils puissent utiliser à la maison, tout seul, pour détecter ça et poser une action pour contrer le développement de ces bactéries-là. Du côté d'iGEM, ces jeunes chercheurs prouvent que la science et l'innovation n'est pas limitée par l'âge. Mais pas tous les laboratoires vivants sont issus d'un milieu scientifique et éducatif. À Maillage, l'innovation est sociale. Elle émerge de l'écoute, des échanges et des besoins partagés. Donc, si on avait à résumer grosso modo qu'est-ce qu'est un laboratoire vivant, en fait, c'est un peu complexe parce qu'il existe différents modèles de laboratoires vivants. Il y en a qui sont parfois plus axés sur la résolution de problèmes, par exemple sur le fait de trouver des solutions, et il y en a d'autres qui sont plus tournés sur l'expérimentation. Par exemple, les laboratoires vivants en agriculture, par exemple, qui vont expérimenter différentes façons de faire. Donc, il s'agit en gros d'un écosystème qui est créé dans le but de rassembler différents acteurs afin d'échanger et de co-créer des expérimentations et des solutions. Donc, souvent, les laboratoires vivants vont regrouper des acteurs diversifiés sur un territoire. Ça peut être des citoyens, des consommateurs, des acteurs publics et privés, des élus. Et l'idée, c'est de trouver... de réfléchir à une problématique en commun et de proposer des solutions, en fait, qui s'adaptent aux besoins du plus grand nombre. Souvent, c'est l'objectif. Suite à l'obtention d'une subvention des Fonds de recherche du Québec, qui, comme Émilie l'a dit, là, a été fondée par Isabelle Marchand, qui ne peut pas être là aujourd'hui. C'est un laboratoire qui vise, dans un premier temps, on voulait identifier les besoins des personnes aînées qui vivent dans les milieux ruraux dans les Laurentides, pour ensuite... créer des projets, des solutions pour venir répondre à ces besoins-là. Donc, c'est un laboratoire qui est déployé sur 2 territoires dans les Laurentides, donc la MRC d'Argenteuil puis la MRC d'Antoine-Lambert. Donc, comme je disais, la première année, donc notre an 1, on est vraiment allé à la rencontre des personnes aînées, puis sur les territoires des Laurentides, puis les personnes qui interviennent autour des personnes aînées, dans le but de faire un diagnostic de c'est quoi leur situation, c'est quoi leurs besoins, c'est quoi les ressources qui sont disponibles aussi, déjà existantes sur le territoire. Pour ensuite, l'an 2, c'était une année de co-construction, donc de co-construire à la fois les personnes du lab, les acteurs impliqués, les MRC, les CIS, les organismes communautaires et bien évidemment les personnes aînées, co-construire des pistes d'action prometteuses pour répondre aux besoins qui ont été identifiés dans l'année précédente. Et puis, finalement, pour arriver à notre an 3, là, qui s'est terminé en juin dernier, l'an 3 qui a été une année de prototypage, d'expérimentation. Donc, on a pris ces pistes de solutions-là, on les a concrétisées dans des projets. Et puis, on a commencé à expérimenter ces projets-là en mai et en juin. Donc, c'est vraiment d'être sur le territoire avec les acteurs, puis de créer des solutions innovantes, là. Alors... il s'agit d'une innovation sociale dans la mesure où, en fait, cet écosystème regroupe des personnes du terrain et des acteurs diversifiés, donc visant à trouver des solutions, notamment innovantes, donc des solutions qui viennent du terrain, qui collent au terrain pour aider la communauté. Donc, nous sommes dans une approche vraiment qui est bottom-up, si on veut, pour reprendre des termes anglophones, donc qui part du terrain et non une approche descendante visant à appliquer une solution, disons, uniforme partout sur les territoires. Donc, c'est vraiment le terrain qui fait naître les problématiques, qui trouve les solutions et qui tente de les solutionner.
Et la démarche, donc, est participative. On est dans de la co-création, donc on vise vraiment à faire participer les acteurs, les différents acteurs, pour trouver des solutions qui correspondent ou qui répondent au plus grand nombre, ou en tout cas qui dans un but d'arriver à un consensus pour avoir un projet qui plaît à la population locale. Oui, ben c'est sûr que le laboratoire, toute la démarche en tant que telle, on peut considérer ça comme une innovation sociale, mais l'innovation aussi, c'est beaucoup les projets qui ont été développés par les acteurs terrains, les projets qu'on a commencé à tester là, dans les derniers mois, parce que vraiment, on s'est tous réunis ensemble en se disant qu'est-ce qu'on peut inventer, qu'est-ce qui pourrait répondre aux besoins, puis vraiment, on s'est mis sur un niveau où on se disait tout est possible, on se met pas de limite, on essaie vraiment d'imaginer quelque chose qui n'existe pas, mais qui fonctionnerait pour les territoires identifiés. Donc, puis bon, peut-être qu'on en parlera un peu plus tard, là, mais c'est vraiment des projets assez spéciaux qui en sont ressortis. Fait que oui, la démarche en tant que telle est une innovation, mais les projets qui en découlent sont très innovateurs eux aussi. Comme on mentionnait, donc durant la première année, on a fait des diagnostics sur le territoire pour identifier les enjeux que pouvaient vivre les aînés sur ces territoires. Dans la deuxième année, on a réfléchi en commun pour co-créer des projets. 5 projets sont ressortis de cette concertation et 2 ont été sélectionnés pour être menés à terme dans la troisième année. Donc actuellement, on travaille sur ces 2 projets dans la MRC de Argenteuil et de Antoine Labelle. Donc, c'est 2 projets de caravanes de services mobiles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait des services qui se déplacent dans des municipalités isolées, à la fois la municipalité de Harrington dans Argenteuil et la MRC de Notre-Dame-de-Pontmain dans Antoine Labelle. Et l'idée, c'est d'amener les services directement aux populations aînées, de les sensibiliser aussi ou les informer des services disponibles. Et tout ça, en fait, pour réduire les enjeux de la mobilité de la population, pour justement mieux informer la population sur qu'est-ce qui est disponible en termes de services. Voilà, donc c'est un projet quand même innovant parce que il n'y avait pas ces services-là disponibles jusqu'à maintenant. Et l'idée, c'est, donc là, on le teste dans 2 municipalités. L'idée, ce serait de répandre, ou en tout cas de faire adopter ce type de modèle à d'autres municipalités à côté pour offrir plus de services à la population aînée sur ces territoires ruraux qui sont souvent isolés. Roxane, je ne sais pas si tu veux compléter. Ben pour l'instant, la formule qu'on teste, c'est de faire ces journées-là une fois par mois. Donc, c'est dans les centres communautaires. Puis, c'est des services variés. On va avoir autant de services, par exemple, de santé physique que tout ce qui touche à la santé mentale, à l'intervention psychosociale. Parfois, c'est seulement de l'information, par exemple, information à de l'aide domestique. Savez-vous qu'il existe tel organisme qui peut vous aider pour X besoins que vous avez. Donc, les journées, on a à la fois des kiosques, donc kiosques d'information, différents représentants d'organismes qui sont là. On a aussi certains services qui sont plus dans les espaces privés. Je vous donne un exemple, une hygiéniste dentaire qui a sa salle et puis qui peut recevoir des clients cette journée-là. On pense dans les prochaines éditions peut-être à faire des petits moments conférences. On a eu aussi des activités en après-midi, d'une activité physique, donc pour favoriser la mobilité des personnes aînées. Donc, on essaie de beaucoup diversifier les services pour que tout le monde puisse en tirer son compte. Là. Et puis, c'est ça, c'est la formule qu'on teste une fois par mois dans les municipalités. Puis, comme Mélanie l'a dit, l'idée, ça serait d'aller dans plein d'autres municipalités pour faire bénéficier d'autres personnes aussi, parce que on veut se rendre près des gens. Donc, on ne veut pas seulement avoir un point de service, mais on veut être un petit peu partout. Donc, que les personnes aînées n'aient pas à se déplacer énormément pour accéder à ces services-là. Oui, mais c'est sûr que là, on est au tout début du test de nos projets prototypes ou nos projets pilotes. On a fait 2 premières éditions, une première édition dans chaque municipalité en mai et juin dernier. Donc, déjà, on a identifié plein de choses, plein de bons coups, mais on a identifié plein de choses à améliorer, à modifier. Donc, c'est sûr qu'on recommence en septembre avec une journée caravane par mois. Donc, on a déjà plein d'idées de choses qu'on a à modifier. Donc,
pour les prochains mois, ça va être vraiment de peaufiner le projet, peaufiner le prototype, le fonctionnement, le type de service, toute la publicité autour de l'événement pour attirer encore plus de personnes. Donc, on est vraiment, ça c'est dans le peaufinement du projet. Et puis, ultimement, bien, on aimerait répliquer ces mêmes projets-là, ce même processus-là dans d'autres municipalités. Donc, ça pourrait de développer, oui, d'autres journées style caravane, comme on fait présentement dans d'autres municipalités. Mais éventuellement, ça pourrait être aussi de répéter un peu ce même processus de recherche, d'identification des besoins, de création de projets novateurs avec d'autres communautés. Si c'est un même projet comme la structure du projet caravane, c'est bien correct. Mais si la municipalité identifie quelque chose d'autre qui serait plus prioritaire pour eux ou un autre concept, peu importe, mais c'est correct. Le but, c'est d'aller vraiment répondre à leurs besoins dans la façon dont la communauté veut. Donc, c'est ça, on voudrait simplement continuer de développer le projet, développer ce processus-là dans d'autres municipalités. Et dans les ambitions de maillage aussi, donc on a cette idée de diffuser, si on veut, les projets des caravanes de services plus largement sur les territoires, mais au départ, on avait 5 projets qui avaient été trouvés par les 2 laboratoires vivants. Donc, on aimerait aussi développer ces autres projets pour répondre aux enjeux du vieillissement sur le territoire et aussi essayer de couvrir plus largement la région des Laurentides parce que là, on couvre 2 MRC. Mais on sait très bien que le territoire des Laurentides est marqué par un vieillissement rapide de la population et il y a des enjeux criants. Donc, si on était en mesure de poursuivre notre démarche en trouvant des solutions, en co-créant des projets pour mieux répondre aux enjeux du vieillissement dans ces territoires, en fait, ce serait notre objectif et nos ambitions là, pour les prochaines années. Qu'il s'agisse de biologie ou de solidarité, de jeunes chercheurs ou d'aînés engagés, l'équipe iGEM Outaouais et Maillage démontre qu'avant tout, un laboratoire vivant, c'est un espace de co-création. Ce laboratoire vivant nous offre une vision d'un avenir plus inclusif, responsable et surtout plus humain.